Garçon, un café, s'il vous plaît. Expresso, c'est le format court de conversation secrète. Un podcast ultra serré qui reviendra régulièrement déterrer pour vous des pépites oubliées. Et on commence dès aujourd'hui autour de Pacte avec un tueur. À la réalisation, John Flynn, un vieux routier d'Hollywood, scénariste et assistant de nombreux réalisateurs. Il a réalisé lui-même de nombreux films, dont son plus fameux, Légitime Violence, en 1977, Rolling Thunder, et puis en 1989, juste après Pacte avec un tueur, Haute Sécurité. Alors, Pacte avec un tueur, c'est l'adaptation d'un scénario de Larry Cohen, qui est un scénariste et réalisateur tout aussi célèbre que John Flynn, connu pour être le créateur de la série Les Envahisseurs, et connu également pour 2 films, tous deux sortis dans les années 70, Le Monstre est vivant, un film épatant, et Meurtre sous contrôle. Larry Cohen, c'est un peu une star du cinéma bis aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs. En tant que scénariste, il a travaillé avec de nombreux cinéastes reconnus comme Sidney Lumet ou John Guillermin. A best-seller. Vrai faux buddy movie et vrai polar. Pacte avec un tueur, c'est avant tout la rencontre de 2 acteurs plus habitués au second rôle qu'à tenir le haut de l'affiche. James Woods et Brian Dennehy. Le premier est Cleve, un tueur à gages démissionnaire qui cherche à faire tomber son ancien boss, le tout-puissant David Madlock. Le second est un flic écrivain dans sa cinquantaine en panne d'inspiration après le décès de sa femme. Il élève depuis seule sa fille unique. Alors le film commence à tombeau ouvert, en 1972, en plein dans la campagne de réélection de Richard Nixon. 3 braqueurs masqués descendent d'une fourgonnette et attaquent un commissariat, tuant froidement 3 flics. Mitchum, interprété par Brian Dennehy, est le seul survivant. Et il fera de ce traumatisme, et de la relation de ce traumatisme et de cette attaque, le sujet de son premier best-seller. Une dizaine d'années plus tard, Mitchum en intervention fait la rencontre quasi mystique de Cleve, dont on ne sait s'il est une menace ou un sauveur. Un pacte se nouera alors entre les 2 hommes. Le tueur à gages livrera ses sales secrets à l'écrivain en mal d'inspiration, lui donnant de nouvelles clés de compréhension d'un monde du crime qui s'adapte à l'univers néolibéral. Le duo part à l'aventure et apprend à se connaître. Mais dis-nous alors Ismaël, pourquoi déterrer cette pépite ? D'abord pour la réalisation de John Flynn, quand même. Sa mise en scène qu'on a pu qualifier parfois de lourdeau, d'un peu bourrine, pour employer les mots de certains, que je ne reprendrai pas, reste à mes yeux efficace d'un bout à l'autre du film. Bien sûr, certaines scènes, et notamment la scène finale, peuvent aujourd'hui nous paraître un peu naïves et appuyées, mais elle a son sens. Et surtout, l'essentiel est que la réalisation garde un cap, une cohérence dans les plans et leurs raccords, qui rend compte du rapport ambigu qui s'écrit entre les 2 personnages principaux. Ainsi, le point de vue de Cleve, souvent en plongée, regard vers le bas, un peu en surplomb, d'un balcon ou d'une grue, et celui de Dennehy, qui lui est plus terre-à-terre. Ces 2 points de vue s'entremêlent à merveille, et leur relation finit, à force de s'entremêler, par nous émouvoir. Donc je dirais que la mise en scène est frontale, certes, sommaire, mais elle est aussi capable de beaucoup d'éclat, et notamment avec des scènes très inventives qui font vraiment le sel de ce film. Et d'ailleurs, Yann, quelle est la scène qui, toi, t'a le plus retenu ? La scène qui m'a le plus retenu, je dirais... Non, attends. Oui, voilà. Oui, non, c'est sûr. Pour moi, c'est celle-là. Tu sais, quand le conducteur de taxi se fait poursuivre par nos 2 héros, c'est assez fou. C'est une poursuite qui va finir par un meurtre complètement étonnant dans un photomaton. Le réalisateur, là, John Flynn, il est complètement elliptique, il ne montre pas le crime du tout. Seulement sa conclusion avec l'aide des photos qui vont sortir de l'appareil et qui vont dévoiler le visage du mort. On voit là, au passage, le caractère ambigu de Cleve. Il est à la fois séduisant et dangereux. Et on s'imaginait qu'il était complètement rangé des camions, et en fait il est toujours animé par un certain goût du sang. Ouais, c'est vrai que cette scène est vraiment fabuleuse. Et toi du coup, c'est quoi la scène qui t'intéresse le plus dans Best-Seller ? En fait il y en a plusieurs, et tu sais que j'aime pas trop choisir et faire court. C'est le principe d'Expresso, alors faut trancher. Donc il faut trancher, il faut faire court, donc je choisis
La scène où Cleve, interprété par James Wood, invite Mitchum dans sa maison d'enfance et lui présente sa famille. C'est une scène assez extraordinaire qui donne beaucoup de profondeur au personnage de Cleve. On y voit d'abord le rapport presque incestueux qu'il entretient avec sa mère. On le voit l'embrasser sur la bouche, ils se regardent mutuellement de regard avec des yeux très intenses. Et on comprend quel pacte unit ces deux êtres, un pacte d'amour, quel pacte unit ces deux êtres. Et on voit sa mère aussi comprendre sur quel obscur chemin s'est aventuré son fils, s'est égaré son fils. Mais on comprend aussi, en voyant le personnage du père, combien cette vocation de meurtrier est venue à Cleve en réaction à une certaine faiblesse de l'instance paternelle. C'est comme si Cleve avait pris en charge la part de violence légitime, je ne saurais dire, mais enfin la part d'autorité que son père a refusé de représenter. Toutes ces raisons intimes que cette scène nous offre à voir, nous donne à voir, donnent à Cleve toute une humanité et permet de voir quelle violence en fait quelle violence il représente. C'est une violence plus incarnée, à la fois pulsionnelle et érotique. On comprend que Cleve n'est pas un monstre froid, n'est pas un tueur froid, mais un enfant cruel et perdu qui veut être aimé. En fait. Qu'est-ce que tu allais faire? Rien, t'occupe. Brooklyn Heights. Alors, dans Pacte avec un tueur, Yann, il y a aussi une autre dimension très importante et qu'on retrouve d'ailleurs dans Légitime violence. C'est toute la résonance politique du film. Oui, et c'est même explicite dès la séquence d'ouverture du film. Lors du braquage, les criminels arrivent masqués derrière des visages de Richard Nixon, un peu à la manière des casseurs dans Point Break de Catherine Bigelow. On est en 72, les États-Unis arrivent à un tournant qui ne permettra plus de retour en arrière. Et 10 ans plus tard, sous ce glacis et ce brillant typique des années 80, les dés sont jetés et le néolibéralisme froid s'est définitivement installé. Il est ici personnifié par Madlock, que cherchent à faire tomber ensemble nos deux héros. L'ennemi, c'est un être froid et manipulateur qui, sous des apparences vertueuses, bousille le monde commun. L'idée du film reprend une idée qu'on a déjà vue. Les truands, d'un côté, et les flics, de l'autre, s'allient pour faire face à ce mal dissimulateur et sournois. Ismaël, d'ailleurs, ça ne te fait pas penser à un film dont nous allons prochainement parler sur Conversation secrète ? Oui, c'est vrai que ça peut faire penser au sujet de Traîner sur le bitume de S. Greg Zahler, dont on va parler bientôt. De quoi il est question dans Traîner sur le bitume ? De vieux flics blancs, un peu en rupture de banc, qui doivent plus ou moins s'associer au fil de l'intrigue avec deux malfrats noirs pour faire front commun contre une organisation plus insidieuse, plus machiavélique, une sorte d'organisation du crime sans pitié, un monstre froid, financier, qui s'attaque aux gens ordinaires en leur faisant les poches, et pour qui seul compte les marges de profit. On peut vraiment voir dans cette organisation la métaphore de ces organismes qui détruisent notre monde, comme les fonds souverains, les actionnaires, les banques. Can't let this one get by you, Dennis. Bestseller. Mais bon, est-ce que tu es d'accord, Yann, pour dire que le clou de ce film, c'est quand même l'interprétation de James Woods, non ? Ah oui, clairement, c'est le personnage qui domine le film. Séducteur et ambigu, à la fois sombre et lumineux, il fascine autant le spectateur que son acolyte Mitchum. Il est dans le dernier round de sa carrière et il prend un plaisir à laisser l'ombre pour la lumière. Il tire la couverture à lui. Il se fait à la fois le héros et le commentateur du livre que Mitchum écrit sur lui. Flamboyant, il va jusqu'à conclure ses meurtres par des petites remarques ironiques et assassines, comme celle-ci par exemple.
Faut tirer la chasse d'eau. Oui, c'est vrai, bien vu. Ces petites phrases et gimmicks après les meurtres qui sont comme des clins d'œil aux spectateurs, puisque il n'y a plus de personnages pour voir le méfait qu'il vient d'accomplir. Et ça place vraiment Cleave dans la lignée des héros comme l'homme sans nom, par exemple, interprété par Clint Eastwood dans la trilogie de Sergio Leone. Hein. Cette attitude qu'on retrouvera aussi d'ailleurs chez les héros tarantiniens, hein, qui commentent autant leurs crimes qu'ils les commettent. En fait, cette tradition, elle vient des légendes de l'Ouest. En fait, ces bandits qui accomplissaient leurs méfaits, toujours affublés d'un journaliste ou d'un écrivain, qui relatait presque en direct, qui chroniquait ses exploits et ses forfaits. On voit ça d'ailleurs souvent dans les westerns, que ce soit de la poursuite infernale de John Ford à Impitoyable de Clint Eastwood. Ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles International Airport, where the local time is 10:15 and the temperature is a very pleasant 68 degrees. La scène finale de Pacte avec un tueur, best-seller si on tient à son nom original, a pu poser problème à certains par ses maladresses, notamment à Larry Cohen, le scénariste du film qu'il avait écrit bien différemment. Nous, à Conversation Secrète, on l'aime bien, parce que derrière son apparente incohérence, elle obéit quand même à une certaine logique, hein, qui est celle de la relation qui s'est établie tout au long du film entre Cleave et la fille de Mitchum. La fille de Mitchum, d'ailleurs, qui est interprétée par Alison Balson. Ça va te rappeler des souvenirs, Ismaël, parce que c'est elle qui interprétait le rôle de Nancy Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Ah oui, je me souviens bien de la méchante Nancy Olson. Mais là, Alison Balson joue un personnage plus pur et moins mauvaise langue. Bah oui, en fait, dans cette scène finale, ce qu'il faut comprendre, bon, d'abord, c'est la relation, c'est la position de Mitchum vis-à-vis de sa fille. Mitchum, c'est une sorte de Navarro, grosso modo. Bon, évidemment, un peu plus consistant, badass quand même que Roger Hanin. Mais l'idée est la même, hein, le flic qui protège sa fille du monde et du mal qu'il ne cesse de côtoyer durant toute la journée dans son travail. Et donc, il la protège, mais finalement, en la protégeant, il ne lui donne qu'une demi-éducation, finalement. Pris dans cette aventure avec Cleave, il pourra plus jouer ce rôle de protecteur, mais c'est Cleave lui-même qui va prendre ce rôle de protecteur vis-à-vis de Holly, la fille de Mitchum. Donc Cleave, lui, il n'est pas dans l'exacte position du protecteur, mais plutôt dans celle de l'initiateur, hein, pour la petite Holly, puisque c'est le nom du personnage de la fille. En fait, le personnage de Cleave, sa force, c'est sa force d'explicitation du mal, de dévoilement du mal qui court finalement presque secrètement dans le monde, et lui le dévoile au monde, quoi. Il y a une dimension de révélation. Et donc, c'est ce qu'il fait exactement avec le personnage d'Holly, hein, cette initiation, cette révélation de la face violente du monde que son père, lui, ne pouvait pas lui montrer. Donc, Cleave... En fait, dans ce dévoilement, ce geste de dévoilement vis-à-vis de la petite Holly, et évidemment, il y a un sous-texte, un arrière-fond un peu érotique dans ce geste. Et c'est vrai que Cleave est aussi un personnage extrêmement sexué, un playboy séduisant qu'on voit faire des conquêtes durant le film. Et tous les crimes qu'il commet ont une dimension à la fois esthétique et érotique. Il y a la scène sadique avec l'éditrice de Mitchum, mais surtout la scène dans la séquence finale où il dégomme un méchant sur le lit de la chambre d'Holly en tachant les draps de sang. C'était pour cette émission de Conversation Secrète, un expresso bien serré autour de Pacte avec un tueur de John Flynn. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, et on vous dit à très bientôt. Salut Ismaël. Salut Yann, à bientôt.